Je n'avais jamais vu Jurassic Park jusqu'à présent. Et bienvenue dans cette chronique où je vous donne mon avis sur des films cultes que je découvre dans mon âge adulte. Et l'épisode d'aujourd'hui est assez particulier parce que on aborde un film qui n'est même pas du niveau culte. Le mot culte est vraiment même trop bas. Je pense qu'il est légendaire, voire même mythique, limite ecclésiastique. Le nombre d'adultes de cette génération qui ont été formés, modelés, transformés par ce film, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà vu ce film plus de 20 fois. Je serais pas étonné. Jurassic Park était bien entendu un film que je connaissais. Je me souviens même avoir le jeu lorsqu'on avait la PS1. Ça vous donne déjà un ordre d'idée sur le nombre de produits dérivés qu'il y a à partir de ce film. Mais c'est à partir de 2015 que je commence à m'intéresser un peu plus à la franchise, parce qu'à partir de 2015, il y a Jurassic World qui sort, avec en acteur principal Chris Pratt, et dans un rôle secondaire, un acteur français, Omar Sy. Et donc, comme le film Rambo Last Blood, celui-ci, c'est un film que je vais voir aussi au cinéma à sa sortie. Et j'en ressors plutôt satisfait, parce qu'en acteur principal, t'as l'acteur du moment qui était Chris Pratt, qui était un an auparavant dans Les Gardiens de la Galaxie, qui avait fait un carton. Donc forcément, il fait une prestation convaincante, il porte le film. Mais au-delà de ça, t'as aussi le concept de zoo avec des dinosaures à l'intérieur, sous forme de parc d'attractions. J'aime. Sauf qu'il y a un problème en fait sur Internet, comme d'habitude, lorsque le film sort, j'ai pas l'impression qu'il fait vraiment l'unanimité auprès des fans hardcore. C'est-à-dire que il y avait deux groupes. D'un côté, il y avait ceux qui étaient complètement vénères. Quoi ? Un dinosaure hyper méchant et hyper carnivore sans... L'immense indulgence du public envers les nanars ne cessera jamais de m'étonner. Des acteurs catastrophiques, des dialogues sûrement écrits par un gamin de 12 ans, scénarios incohérents et des effets spéciaux ridicules. Rien à sauver, sinon à le considérer comme une parodie. Et puis de l'autre côté, j'ai l'impression que les avis étaient relativement positifs. Quel bonheur de retrouver cet univers, ces petites bêtes, cette musique. Jurassic Park m'a fait rêver enfant. Ce quatrième volet est avant tout une suite du premier volet de Steven Spielberg et non la suite de Jurassic grand, Park. plus de dents, l'Irex est juste monstrueux. Quel plaisir de revoir tous ces dinosaures à l'écran. En comparaison avec d'autres franchises qui faisaient un peu leur retour à la même époque, Jurassic Park n'était pas le pire des films qui ont tenté de faire un comeback. Comme je le disais auparavant, j'ai aimé le concept. Et puis il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, pourquoi pas revenir aux origines. Jurassic Park, qu'est-ce que ça raconte ? Attention, ceci est une zone de spoil, voyons. Jurassic Park est un film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1993, basé sur le roman éponyme de Michael Crichton. Le film se déroule sur une île isolée nommée la Isla Nublar, près du Costa Rica, où un milliardaire philanthrope, John Hammond, et son entreprise de biotechnologie iGen ont réussi à recréer des dinosaures à partir d'ADN préhistorique trouvé dans des moustiques fossilisés dans de l'ambre. L'histoire commence lorsque Hammond invite un groupe d'experts comprenant le paléontologue Alan Grant et la paléobotaniste Ellie Sattler, le mathématicien et théoricien du chaos Ian Malcolm, ainsi que deux des petits-enfants de John Hammond qui sont Tim et Lex, pour visiter le parc et valider son concept avant son ouverture au grand public. Cependant, pendant leur visite, une panne de système provoquée par un employé malveillant, Dennis Nedry, qui tente de voler des embryons de dinosaures, désactive les systèmes de sécurité du parc. Les dinosaures, notamment le redoutable Tyrannosaurus Rex et les rusés Vélociraptor, s'échappent de leur enclos, transformant l'île en un terrain de chasse dangereux. Le groupe se retrouve séparé et doit utiliser son intelligence et sa survie pour échapper aux prédateurs historiques et rétablir la sécurité du parc. Bon, Jurassic Park. J'ai conscience que ce film a fait créer des millions de contenus sur la toile. C'est-à-dire que cette histoire a déjà été décryptée par des millions passionnés par le sujet et par le film. Je me suis donc dit qu'il fallait aborder le film de manière simple. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ressenti lorsque j'ai regardé ce film ? Je me suis mis à la place d'une personne qui regarde le film comme un enfant pour la première fois de sa vie. Déjà, premièrement, on a
des personnages sincères, avec une histoire, une profondeur, et surtout, on a des gens qualifiés. Je prends l'exemple du milliardaire, philanthrope. C'est-à-dire que les premières scènes, on voit John Hammond. J'assure que j'ai souri bêtement. C'est un petit vieux, passionné, qui a envie de développer son projet. Il est riche. Donc, clairement, il s'en tape des dépenses. Il est là, boum, il fait éclater la bouteille de champagne. Allez, je vous invite, je rince. Allez, venez sur l'île, paye vos recherches. Allez, c'est bon, tiens. Je trouve ça à la fois naturel, parce qu'il a vraiment une gueule de papy, mais surtout bien amené. Et pareil pour la team d'experts, rien à dire. Alan et Ellie sont des collègues dans le texte, c'est-à-dire qu'ils collaborent ensemble afin de découvrir des fossiles de dinosaures. On sait qu'il y a quand même entre eux deux une tension sexuelle. Sans blague, le mathématicien et professeur ou expert du chaos, de la destruction du monde, de l'apocalypse, qui n'hésite pas à apporter son expertise lorsqu'on lui demande, ou on lui demande pas bien entendu, mais en tout cas, il apporte un côté un peu « faites attention ». Je vois très bien que vous essayez de reproduire cette époque-là du Crétacé, du Jurassique, de machin chouette, mais n'oubliez quand même pas que ce sont des dinosaures. Ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures ont eu leur chance. Je le répète, on a dans ce film des personnages qualifiés et qui réfléchissent avec un esprit plutôt rationnel. Et petite mention au garde-chasse. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film, mais on a un garde-chasse qui ne loupe jamais la séance jambes à la muscu. Chaussettes relevées, quadriceps et mollets de bâtard. Garde-chasse le samedi et demi de mêlée le dimanche. Je vous jure qu'on a l'impression qu'il joue dans le top 14. Et donc après avoir constaté tout cela, j'en ai fait la conclusion suivante. D'où est-ce que Jurassic Park c'est un film d'enfant ? En fait, moi je pensais que c'était un film pour gosses. Lorsque je vois aujourd'hui des adultes qui parlent de Jurassic Park avec tant de nostalgie, donc ils l'ont vu pendant leur enfance, j'ai donc associé ça au fait que Jurassic Park, c'est un film d'enfant en fait. Et puis quand tu regardes de plus près l'histoire, il y a des scènes en fait qui sont pas vraiment pour les gosses. C'est-à-dire que les 50 premiers % du film donnent peut-être cette impression. Mais à partir de la moitié, quand ça commence un peu à partir en sucette, qui commence à faire nuit, qui commence à avoir de la pluie, de l'orage, et que les systèmes de barrières électriques et tutti quanti commencent à être désactivés, tu commences à comprendre que les dinosaures ne sont pas des petits chatons. Et donc lorsque tu es enfant, j'imagine que lorsque tu regardes un film comme Jurassic Park, tu grandis très vite. C'est-à-dire que lorsque la VHS de Jurassic Park s'achève, d'accord, et que tu es un enfant, tu ressors du film avec de la pilosité. Et oui, je souhaiterais tamponner, confirmer le côté pionnier de ce film en termes d'effets spéciaux, d'animatronics, qui font qu'aujourd'hui, même en 2024, punaise, qu'est-ce que c'est beau. Oui, ça a très très bien vieilli, ça se regarde encore aujourd'hui normal. Toutes ces scènes de poursuite avec le T-Rex et les vélociraptors, oui, convaincant, oui, flippant. Et comme c'est un film de Steven Spielberg, sans surprise, les adultes sont nerfés et les enfants sont cheatés. Lorsqu'on est adulte, peut-être un peu plus que lorsqu'on est enfant, on comprend tout de suite la morale de l'histoire. Le fait qu'il est dangereux, pour des raisons financières, d'exploiter, de jouer avec une technologie aussi dangereuse que la recréation de dinosaures à partir d'ADN. Surtout lorsqu'on veut les mettre en exposition comme ça, aux yeux du public, comme si c'était un zoo, comme si c'était un parc d'attractions. Parce que bien évidemment,
c'est un film de l'époque, et c'est un sujet qui a été évoqué également dans le film Alien, dont on a parlé il y a quelques vidéos. C'est-à-dire que la technologie en question, l'intelligence artificielle, c'est au bout d'un moment retourner contre l'homme, ou en tout cas n'allait pas dans les intérêts de l'humain. C'est qu'elle a voulu sacrifier l'humain au profit d'une créature qu'elle souhaiterait analyser, étudier, etc., etc. Dans le film de Jurassic Park, j'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes enjeux, avec à peu près le même type de créature, même si ça n'a rien à voir. D'un côté un extraterrestre et de l'autre côté des dinosaures, oui. La base, c'est une technologie, et ensuite cette technologie-là va relâcher une créature, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas les faire revenir à la vie. Donc la morale de l'histoire, c'est compris, mais ce n'est pas n'importe quel réalisateur en fait qui te raconte cela. Et moi ça m'intéresse. Steven Spielberg. C'est-à-dire que dans le film, le but de Jurassic Park était tout simplement de devenir rentable auprès de ses investisseurs. Et bien sûr pour le grand public, mais surtout pour ce monsieur John Hammond, le but était de faire rêver les gens. Mais sinon, le but aussi c'était de faire de l'argent. Et lorsqu'un réalisateur du calibre de Steven Spielberg, qui est à l'origine d'une nouvelle vague de films à Hollywood à partir des années 80, avec lui, George Lucas, et aussi on peut intégrer Martin Scorsese. Une nouvelle vague de films qui ont pour but principal de faire du pognon, les blockbusters. You're gonna need a bigger boat. In Star Wars. À l'époque où le film sort, il est le plus rentable à son époque de l'histoire d'Hollywood. Et juste avant, il avait déjà sorti des blockbusters qui ont rapporté de l'argent. Et après Jurassic Park, il sortira encore des blockbusters qui rapporteront beaucoup d'argent. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, c'est clairement le réalisateur le plus bankable de l'histoire. Qu'il soit réalisateur, producteur exécutif ou que sais-je, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc lorsqu'on bosse dans le monde du cinéma et qu'on voit Steven Spielberg réaliser autant de performances sur des années, et que ça fonctionne, forcément on va vouloir faire la même chose. Ce qui fait que dans le monde du cinéma, on peut constater à l'œil nu qu'on a un cinéma avant Jurassic Park et après Jurassic Park. C'est-à-dire que sur un classement du top 15 ou 20 des franchises qui ont rapporté le plus d'argent dans l'histoire du cinéma, forcément on a Jurassic Park qui se place dedans, mais surtout en termes de chronologie, ce qui est intéressant c'est qu'on a, 2, 3, 5... une petite partie qui est avant Jurassic Park. Ce qui est drôle, en fait, c'est que l'autre partie, elle commence après les années 2000. Coïncidence, je ne sais pas trop. À vous de me le dire. Un génie du scénario qui est à la fois un génie marketing. Il sait quoi faire pour pouvoir attirer le maximum de personnes. Il a plus ou moins créé une sorte de modèle qu'on peut ensuite reproduire et appliquer à d'autres domaines. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jurassic Park a eu un impact au niveau culturel. C'est-à-dire qu'à l'époque où le film sort, dans les années 90, comme je le disais, il devient le film le plus rentable de son époque. Dans un autre business qu'on nomme la National Basketball Association, donc la NBA, il y a ce qu'on appelle, dans les années 90, une expansion. Il y avait un certain nombre d'équipes de basket qui jouaient donc dans la ligue, et donc la NBA a voulu faire agrandir ce nombre. Les équipes NBA, en fait, c'est un peu comme des entreprises. Elles ont leur nom, leur marketing, leur marque, leur président, un chiffre d'affaires, machin. Et donc la ville désignée était donc la ville de Toronto, influencée par la popularité d'un certain film sorti en 1993, je crois, qui se nomme Jurassic Park. L'équipe de communication de Toronto, pour sa ville, a nommé son équipe de basket. Ladies and gentlemen, the Raptors are born. Avec un logo qui déchire, et un maillot de basket, qui est considéré jusqu'aujourd'hui le meilleur maillot de basket de l'histoire, ou en tout cas le plus stylé de l'histoire de la NBA. Est-ce que c'est pas classe ça quand même? Une équipe qui a comme image un dinosaure qui joue au basket. Pour vous dire en fait l'influence qu'a eu Jurassic Park. Le fait de regarder un film culte, cela me permet de comprendre avec
mon background de marketing, hein, ça me permet en fait de comprendre que pour qu'un blockbuster puisse être rentable, pour qu'un film puisse toucher un maximum de personnes, sans forcément que ça soit un film complexe, avec un scénario archi compliqué à comprendre, détaillé, etc., je me rends compte qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Un bon réalisateur, au-delà d'être un créatif, arrive à réfléchir à une bonne stratégie de communication, arrive à bien réfléchir autour d'un film. Et moi, je constate qu'un petit scénario peut devenir une icône culturelle, avec un gros impact qui ne touche pas uniquement l'univers du cinéma, mais d'autres milieux et d'autres catégories de divertissement. Quand c'est bien fait en tout cas. Et au final, j'ai regardé Jurassic Park. Je peux donc dire que quelque part, j'ai sauvé ma culture personnelle.